ABK Matin, l'interview. Le docteur Merimène Tamak est l'invité de Sud. Bonjour docteur Merimène Tamak et bienvenue sur ABK Matin. Merci à vous tous, merci à vos millions d'auditeurs. On parle avec vous de la lutte contre la vie chère avec cette vente promotionnelle du sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA qui a été initiée par le ministère du Commerce depuis le début de ce mois de janvier 2025, d'abord dans la ville de Yaoundé, ensuite dans la ville de Douala. Et ces populations qui se ruent vers les différents points de vente qui sont contraintes pour certaines de quitter les maisons très tôt, faire des heures et des heures pour pouvoir entrer en possession de ces sacs de riz. Est-ce que cela traduit le niveau de misère dans lequel se trouvent les populations du Cameroun? Effectivement, c'est un indicateur de malaise social. Oui. C'est un indicateur lorsqu'il faut intégrer par exemple les IDH, c'est-à-dire Indice du développement humain. On se rend compte que c'est un marqueur social qui montre qu'on a touché le fond. Les populations considérées comme exclues socialement se retrouvent en train de faire des kilomètres. Imaginez-vous que lorsqu'on dit vente promotionnelle à Douala, mais Douala c'est au moins le Nkam, le Mungo, la Sanaga maritime, etc. Oui, donc, pour le littoral. On s'arrêter au Vouri. Et même s'il faut parler du Vouri, celui qui est à Douala premier fera comment avec celui qui est à Douala cinquième, etc. Donc je pense que c'est des politiques qui sont pour certains populistes, mais qui en réalité traduisent aux yeux du monde un malaise social et surtout un niveau de paupérisation de la population. Et surtout aussi, c'est un indicateur social qui montre que véritablement on a touché le fond. Est-ce qu'il y aurait des calculs politiques derrière cette initiative de votre point de vue? Il est difficile de faire la démarcation sociale entre un homme d'État et un homme politique. Oui. Parce que un homme d'État pose des actions d'État. Et les actions d'État, c'est dans les politiques publiques. C'est-à-dire comment faire pour rendre le riz, par exemple, accessible à la couche sociale la plus défavorisée. Mais lorsqu'on se retrouve avec ce type de vente dite promotionnelle, il est clair que, porté par des acteurs politiques, il n'est pas loin de faire la démarcation avec une action politique peut-être de pré-campagne. Voilà. Oui. À côté de ce riz qui a la chance d'être vendu à ce prix-là pour 50 kg, ce qui n'est pas le cas dans les marchés en temps normal, il y a que la résilience des Camerounais est observée malgré l'augmentation des coûts de transactions mobiles. On a parlé de 4 francs qui augmentaient dès le début de cette année 2025. On a connu l'augmentation en fin d'année 2024 du prix du kilowatt de lumière. On a également connu l'augmentation des prix des denrées alimentaires après l'augmentation du prix des carburants à la pompe. Là, c'était en février 2024 et on a l'impression que les Camerounais réussissent à chaque fois à s'adapter. Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? Avant de clore effectivement le premier sujet sur le riz, il aurait fallu qu'on posât des bases assez solides si c'était une action qui s'inscrit dans des politiques publiques, par exemple, d'élargir le panier de la ménagère. Oui. On sait très bien, dans un contexte comme le nôtre, la place du riz dans le panier de la ménagère au Cameroun. Et toute cette actualité a été marquée ces temps derniers par des scandales axés sur le riz. Le riz de Orca, le riz qu'on a découvert quelque part ici dans le littoral, tout à fait, qui étaient des riz avariés, etc. On n'a pas eu une communication assez transparente sur ce riz. Il s'agit de quel type de riz qui puisse être dans un environnement où le sac de riz de 50 kg, pour le riz le plus basique, on avoisine les 22, 15 000. Tout à fait, oui. Alors, si on quitte de 22 à 15 000 pour vendre un riz à 15 000 francs, il y a fondamentalement un problème. Il aurait fallu qu'on commence d'abord par nous expliquer comment on fait pour quitter d'un sac de riz de 50 kg. Cette différence de près de 6 000 francs CFA. La différence de prix, on fait comment? Quelles sont les politiques publiques mises à contribution? Est-ce que ce riz est de bonne qualité, entre guillemets? Ou alors on se lance dans des actions populistes? C'est pourquoi moi je prends cette action avec beaucoup de pincettes. Et un élément nous montre qu'il y a un malaise social. Quand vous voyez quelqu'un venir avec le tricycle, acheter 2 sacs de riz et vous faire une interview disant qu'il y a la dot de sa fille qui arrive, il sait déjà qu'au moins ce côté riz qu'on a demandé, c'est quelque chose. Donc pour moi, si l'État, à travers le ministère du Commerce, veut véritablement voir le panier de la ménagère essayer d'avoir une cure d'obésité,
il est intéressant de travailler sur les politiques publiques à long terme et non des actions sporadiques comme celle-là. Revenant à la question de la résilience, vous savez, ça montre que nous sommes contradictoires. Entre le riz qu'on fait semblant de baisser pour des optiques peut-être promotionnelles, peut-être campagne, je sais pas, à un montant, et de l'autre côté, une hausse vertigineuse. Parce que n'oubliez pas, 4%, c'est pas 1%, c'est énorme dans un environnement où la population vit avec un certain montant, s'il faut se rapprocher des chiffres et des standards à l'international. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile. Imaginez-vous, le SMIC est à presque 36 000, c'est en fonction des corps. Lorsque vous vous battez pour mettre le nécessaire dans le frigo, ce frigo où la lumière est l'équivalent des jeux de lumière, où à un moment donné, on n'a même plus l'accès à la voie publique, notamment la route. Si vous êtes malade, vous n'arrivez pas à vous rendre dans un état de santé, etc., etc. Tout est en nette augmentation. Et tous ces éléments participent à deux choses. La première, c'est que les Camerounais ont diversifié les sources de revenus. La diversification des sources de revenus fait en sorte que on n'a pas assez de temps de se concentrer sur ce qui ne va pas. Parce que en même temps, on peut être bien sikiné en journée et le soir, on est vigile. En même temps, on peut être femme au foyer et on fait le poisson. On est commerçante. Donc, il y a des petites actions comme ça qui font en sorte que on a diversifié les sources de revenus et on a du mal à être concentré sur l'essentiel. Donc, que de se dire qu'on va se battre pour revendiquer ci ou ça, on développe des formes de résilience qui consistent à se dire que je dois vivre au quotidien, au jour le jour. Et pour vivre au jour le jour, je me consacre sur ce qui me permet de vivre au jour le jour. Mais cette résilience, c'est un grand risque. Justement, je m'apprêtais à vous poser la question. Est-ce que finalement, à un moment donné, on ne sera pas dans une composition, une constitution qui va créer un cocktail explosif? Cette résilience est un risque. Pourquoi? Parce qu'elle complexifie les populations, elle accentue la paupérisation, elle construit la notion d'exclusion sociale. C'est-à-dire que vous avez des populations qui estiment que, bon, nous, on est amené à vivre au jour le jour. Vraiment, on ne s'intéresse pas à ceux qui vivent 6-7 fois, qui mangent 6-7 fois par jour. Sauf que dans cette forme de conspiration, il y a des idées qui vont naître. Il y a des rancœurs qui vont naître. Et il pourrait avoir un élément déclencheur qui va arriver et qui va permettre en sorte que ces populations disent que désormais, on va jouer le va-tout. Et parfois, ce va-tout peut être une source d'implosion. Donc, il ne faut pas considérer le fait que jusqu'à présent, on soit résilient à une forme, par exemple, de lâcheté. Figurez-vous, hier, par exemple, on a vu comment, et ça c'est pour le décrier, une justice populaire avec la police municipale. Tout à fait, un agent a perdu sa vie à Yaoundé. Or, de plus en plus, on voit comment ces acteurs se comportent. Nous ne nions pas le fait qu'ils peuvent participer à élargir l'assiette fiscale d'une communauté. Mais au niveau des pratiques, parfois, on vient vous saboter dans des endroits où il n'y a pas de plaque. Parfois, ils sont réfractaires aux discussions. Non seulement on vous sabote, on appelle la fourrière et votre voiture y va, les transactions, les combiner, etc. À un moment donné, quand vous faites ça à un bensikineur qui est diplômé parfois, qui est frustré, qui doit sortir à 5 heures, il rentre se reposer à midi, il ressort à 15h, 14h pour rentrer à 22h. Et vous, parce que vous avez besoin de 5, 10 000 francs, vous arrivez à mettre celui-ci en minorité. C'est cette corruption rampante et ces mentalités qui peuvent devenir une source d'implosion. Je prends encore un cas que peut-être vous n'avez pas évoqué. Aujourd'hui, il y a le corridor N'Djamena qui est en train d'être mis à mal. Aujourd'hui, dans l'assiette fiscale du Cameroun, on peut perdre plus de centaines de milliards juste à cause de la corruption. Tout à fait. Parce qu'il y a certains corps qui sont sur la voie et qui se contentent de racketter. Voyez donc, voilà comment une politique publique peut être mise à mal par des intentions individuelles. Et aujourd'hui, on est en plein dans ça. Ces structures qui augmentent, qu'est-ce que ces macro-firmes, en termes de fournisseurs d'accès Internet, etc., nous apportent? Pratiquement rien du tout. Ils ne nous apportent rien. Si vous entrez, regardez la qualité du réseau au Cameroun. Elle est exécrable. Regardez dans des universités où on est censé arroser avec la connexion Internet. Aujourd'hui, lorsque vous avez 100 francs de mégas, en moins de 10 minutes, on vous envoie le message que vous êtes à 50%. À 50%, en moins de 5 minutes, on vous dit c'est terminé. Donc, il y a un réel problème. Tous ces facteurs concourent à épuiser les gens et il ne faut pas que les politiques publiques se contentent d'observer cette résilience. Parce que cette résilience,
masque une implosion qui est en cours de téléchargement. Et donc, il faudrait réagir rapidement. Peut-être les autorités se disent que ils ont encore beaucoup de temps pour trouver les solutions aux problèmes des Camerounais. Est-ce que la réaction doit être urgente venant du gouvernement? Généralement, j'ai l'habitude de dire qu'on a besoin d'un plan d'urgence. Oui. Le plan d'urgence, pas sur le plan des slogans, mais le plan d'urgence, c'est un plan de réarmement moral. Il est important que les pouvoirs publics nous envoient des signaux positifs. Ces signaux, c'est quoi? Regardez aujourd'hui la notion, par exemple, du chômage des jeunes. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on crée une entreprise à partir de tel, mais je vous assure, ne serait-ce que les rouleaux d'étranglement, ne serait-ce que la politique du mois. Le mois d'abord, oui. Ma part dans ça, c'est combien? On en arrive justement à frustrer des gens. Et il faudrait que ces politiques publiques ne confondent pas l'accalmie à la paix. Oui. Pour l'instant, on peut parler d'accalmie et c'est l'accalmie précaire. Observez par exemple les visages des gens en route. Lorsque vous regardez le dispositif mental, les gens sont frustrés. Les réactions même, fatigués. Les gens sont colériques, agressifs. On est prêt à, pour un rien, en découdre avec vous et de vous mettre en difficulté. Oui. Ça, c'est symptomatique d'une société, d'un grand corps malade. C'est symptomatique des gens qui sont frustrés et qui sont poussés à bout. Or, quand vous poussez quelqu'un au dernier retranchement, à un moment donné, il est capable de mettre sa vie en péril. Et ça, il faudrait qu'on évite d'en arriver là. Et pour qu'on évite d'en arriver là, il faudrait que les pouvoirs publics jouent effectivement leur rôle. C'est pas parce qu'on est dans une période de campagne. Je vois par exemple que pour nous qui habitons dans la zone de PK20, pendant longtemps, on était assimilés à deux extrémités. Oui. Quand c'est la saison sèche, poussière à l'extrême. Quand c'est la saison des pluies, la boue à l'extrême. Mais figurez-vous, nous payons tout ce qu'il faut payer. Comment on peut vivre ça dans un état normal? Et maintenant, je ne sais pas si c'est pour des volontés de campagne. On est en train de nous lancer la latérite. J'espère que cette latérite ne va pas tenir le temps de la saison sèche parce que dès que les pluies vont commencer, elles pourront tout ramener. Ou le temps de la campagne électorale ou même du déroulement de la présidentielle. Ce qui arrive chez vous, c'est ce qui arrive dans beaucoup d'autres quartiers où des travaux de réhabilitation de certains ex abandonnés pendant des mois ou alors en arrêt, non lancés depuis des mois, sont en train d'être lancés. Est-ce que cela a un rapport avec la campagne présidentielle ou l'élection présidentielle? Et justement, on en parle avec ce taux d'abstention qu'on observe chez de nombreux citoyens qui ont pourtant soif du changement. On en parle tous les jours dans notre quotidien, dans les échanges. On entend des gens dire il faudrait que les choses changent, il faudrait que les choses changent. Mais on n'a pas l'impression que les uns et les autres fassent ce qu'il y a à faire pour que ça change. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, Docteur Mérimée Ntamak? Bon, il faut d'abord s'appuyer sur l'existentiel. Il ne faut pas qu'on fasse dans la sorcellerie. Oui. Je vais m'appuyer sur les statistiques. Oui. Et les CAM nous a sorti des statistiques. 7 millions d'inscrits. On peut les regrouper en 3 tranches. Oui. On se rend compte que la tranche 50 ans et plus est la tranche la plus inscrite sur la liste. Par contre, la tranche la plus importante même, c'est-à-dire la tranche des jeunes. Voilà, de 20 à 30 à 40 ans, on observe effectivement un taux d'abstention assez élevé. Pourtant, c'est ceux qui sont les plus concernés. Oui. Maintenant, on peut essayer de trouver des facteurs explicatifs. C'est-à-dire que cette tranche est prioritairement occupée à d'autres choses. Lesquelles? C'est une tranche qui fait tout pour ne pas regarder la politique. Parce qu'elle a l'impression que la politique ne lui apporte rien. Est-ce qu'on ne fait pas exprès de détourner justement cette tranche vers d'autres centres d'intérêt qui n'auraient rien à voir avec la politique? Bon, quand je dis cette tranche est occupée à d'autres centres d'intérêt, cette tranche va aller au Canada. Cette tranche est sur les réseaux sociaux dans d'autres formes de distraction. Oui. Cette tranche est dans les snack bars en train de faire de jouir des fruits du scam. Cette tranche est dans les influences. En réalité, elle n'est pas assez concernée par la notion de changement politique de manière concrète. Est-ce que c'est pas fait à dessein? Bon, parce que c'est une tranche qui pourrait être recadrée, comme c'est le cas dans d'autres pays. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas mis une politique réelle de développement de la jeunesse que cette tranche essaye de s'occuper à ce qui pourrait l'attirer? Non, les responsabilités sont partagées. Vous savez, cette tranche, comme j'ai dit, a des centres d'intérêt. Tout dépend des référentiels. Si le Sénégal a eu des référentiels jeunes, et s'est dit que c'est avec la jeunesse qu'on va se battre pour prendre le pouvoir et a pris le pouvoir.
dans les contextes comme les nôtres, chacun a son référentiel. Et je vous l'ai toujours dit, chez nous, qu'est-ce qu'on nous présente comme des modèles? C'est des gens qui sont des contre-valeurs. Or, ces gens qui sont des contre-valeurs, plusieurs jeunes s'identifient à cela. Maintenant, qu'est-ce que le politique peut faire? Le politique peut estimer que c'est même dans cette voie qu'elle voudrait que vous puissiez vous plonger et donc favoriser l'émergence de ces contre-valeurs-là. Et ça va faire en sorte que vous allez moins vous impliquer à la res publica, à la chose publique, et ils peuvent davantage faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une grille de lecture. Mais aussi, ils sont responsables. Quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur les réseaux sociaux, vous voyez que c'est quand même des gens responsables. Ils ont traversé l'âge de la maturité. Ils peuvent faire des choix. Et il est important que chacun fasse un choix rationnel en s'impliquant dans la vie de la nation. On veut le changement. Aujourd'hui, vous avez 20, 30 ans, vous pensez que vous pouvez être un Zorro qui va tout changer. Mais demain, vous aurez 40, 50 ans et votre choix, ou alors le fait de n'avoir pas fait un choix, va peser sur vous. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ceux de 50 ans savent qu'ils ont été carrément sacrifiés en 42 ans. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent faire des choix. Donc, j'ose croire que l'absence de référentiel, c'est quelque chose. Maintenant, il y a des référentiels construits et des référentiels acquis. Est-ce que le politique public a construit des référentiels? Peut-être. On nous montre, par exemple, je vais prendre un cas. Figurez-vous qu'une chaîne nationale où nous tous, nous sommes des contribuables, arrive à nous montrer l'inauguration d'une boutique. C'est-à-dire qu'une boutique qui ne fait même pas 25 mètres carrés, on arrive à nous montrer ça à une chaîne nationale. Alors qu'il y a des phénomènes sociaux qui se passent et qui ont des impacts sur le plan, hormis même de la région, mais sur le plan national. On n'en fait pas cas. Donc vous voyez que quelque part, on peut dire nous sommes dans l'art de la distraction. Nous sommes dans l'art de la dispersion des énergies et dans l'art de nous orienter vers tout, sauf là où il faut y être. Est-ce que c'est cela qui pourrait expliquer également que sur la toile, nous imaginons que vous y allez de temps en temps en tant que sociologue pour y mener des études et observer, étudier les comportements, qu'on est sur la toile des internautes qui sont davantage intéressés par tout ce qui est mis dans le registre du buzz. Lorsqu'on a des sorties qui sont sérieuses, là, n'attirent pas forcément les internautes qui ne réagissent pas, mais lorsqu'il y a des sorties qui sont considérées comme étant du buzz, ça fait courir, ça génère du clic. Parce que c'est un modèle social qu'on a construit. Je vous disais tout à l'heure que chaque société a un modèle social. Qui l'a construit? Qui a construit ce modèle social? Bon, il y a les parts de responsabilité. La première part revient à l'institutionnel. Parce que c'est l'institutionnel qui les met en valeur. Parce qu'il est une chose de construire un modèle, il en est une autre de les mettre en valeur. Aujourd'hui, c'est ces modèles préconstruits qu'on exhibe. Et malheureusement, dans l'appareil mental des gens, on a tendance à considérer cela comme vrai. Et quand on considère cela comme vrai, on essaye de normaliser cela. Donc, la société a construit des schèmes de configuration. On va aller au cas par cas. Vous avez parlé de la notion de buzz. Aujourd'hui, on est arrivé à intégrer dans notre dispositif mental que on doit être à la course de l'information. Mais parfois, cette information n'est pas loin de l'intoxication. Et étant en course de l'information, parfois, on ne prend pas le temps de faire des filtres nécessaires. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'aller dans un pays qui était en deçà du Cameroun il y a de cela 50 ans. Et j'ai observé le fait que la notion des réseaux sociaux que vous évoquez n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici chez nous. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec la connaissance de 100 francs, tout le monde est procureur, tout le monde est juge, tout le monde est moraliste, tout le monde est enseignant de tout. Et ça fait en sorte que ça galvaude un peu les principes et les valeurs d'une société. Malheureusement, on va toujours accuser l'institutionnel parce que l'institutionnel a ce que lui, Althusser, a appelé les ARI, c'est-à-dire les appareils idéologiques et répressifs de l'État. Aujourd'hui, on a l'ART, on a l'ANTIC, on a ces agences de régulation. Mais qu'est-ce qu'ils font quand on voit que sur la toile, on est capable de se hisser en juge de tout le monde et on ne fait rien? Quand on voit que sur la toile, on est capable de promouvoir des contre-valeurs. Moi, j'ai vu un pays où vous faites un message divergent à l'endroit de tel, en l'espace de quelques minutes, vous êtes neutralisé. On le fait. Nos pouvoirs publics ont la force et la capacité de le faire. Pourquoi ils ne le font pas, de votre point de vue? Le management du laisser-faire, c'est un style managérial. Il y a 3 styles managériels. Il y a le management charismatique, il y a le management rationnel légal, et ensuite il y a le management du laisser-faire. Dans le management du laisser-faire, on sait pourquoi on vous laisse faire. On crée un environnement. C'est ce qui a été choisi par les politiques publiques au Cameroun, apparemment.
Sur certains pans, je dirais oui. Oui. Je dirais oui sur certains pans parce que on crée un environnement et on vous laisse vous agglutiner, on vous laisse vous mélanger, on vous laisse promouvoir, prêcher du faux, peut-être plus tard pour avoir du vrai, je sais pas. Mais on se sucre dans cette approche qui consiste à se cogner des têtes, à être loin de la vérité, à avoir entretenir le flou. Voilà, on entretient ce flou-là et parfois ça permet de servir des intentions bien huilées des uns et des autres. Oui. On est aujourd'hui en train de parler du riz. On a orienté notre intention vers une campagne de riz. Alors, pour une population comme la nôtre, imaginez-vous une actualité mondiale qui met l'accent sur du riz. Ça veut simplement dire qu'on n'a même pas encore traversé le premier niveau des besoins de Maslow, manger, boire, dormir, malheureusement. Malheureusement pour nous. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de tout cela, docteur Mérimée Tamac? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que c'est possible de transformer cette société camerounaise lorsqu'on voit également des professeurs d'université qui sont censés être ceux-là qui incarnent les valeurs, qui se livrent à un type de spectacle sur nos chaînes de télévision et quelquefois même à travers certaines déclarations et certaines sorties? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes prêts de sortir de ce dans quoi nous sommes plongés actuellement? La réponse est non. Je vais être péremptoire, c'est non. Parce que je prends le cas de l'université. Le politique est entré à l'université. Et quand le politique est entré à l'université, le politique est entré avec les nominations. Et la notion de nomination a créé des griots. Oui. Et ces griots ont pour objectif de chanter les louanges du grand boss. Ce qui est en contradiction avec leur mission première. Avec leur mission première, à savoir l'appui au développement, la recherche et l'enseignement. Les trois missions premières. Donc, ce griotisme-là est entré avec la notion de nomination. Et pour vous faire plus mal, on nomme généralement les cancres. En nommant les cancres, on sait qu'ils vont combattre d'abord les forts. Et le fait de combattre les forts, ils vont rester dans cette bataille qui va permettre aux politiques de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Donc, généralement, c'est ça un peu la notion. Maintenant, en ce qui concerne des éléments d'ordre macro, est-ce qu'on peut s'en sortir? J'ai dit non. Non, parce que tout est dans la définition du modèle. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'un plan de réajustement culturel. Tant qu'on n'a pas réajusté nos cultures, autrement dit des valeurs, on va se retrouver dans ça. Ce n'est pas un problème du messianisme. On a besoin de tel à la place de tel. Ce n'est pas le changement d'un individu, mais c'est un changement de système. Et pour changer ce système, l'élément de base, c'est la culture. Et regardez aujourd'hui ce qui relève de notre moteur. Notre moteur aujourd'hui, c'est les antivaleurs. On a une justice à la solde. Pourtant, on ne demande pas à la justice d'être équitable. Oui. On demande à la justice d'être juste. Quand aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez pas avoir la justice, forcément, vous allez vous renverser aux garants métasociaux. Alors, dans un état où la justice n'est pas juste, dans un état où le bien commun appartient à certains, dans un état où les contre-valeurs sont érigées en normes, vous attendez le changement? Même si on change des individus, rien ne va changer. Si on change les individus, rien ne va changer. Si on a des progrès dans le sens de la technologie et qu'il n'y a pas justement ce réajustement culturel, comme vous l'avez dit, rien ne changera. Donc on aura beau construire les barrages, on aura beau construire les industries, tant que sur le plan culturel, rien n'est fait, cela n'aura aucun impact. Les barrages où on nous annonce le nombre de watts, de kilomètres, de kilowatts, oui, et à la fin, on a le nombre divisé même par 10, ça c'est la comédie. Je pense que nous sommes dans un grand cycle avec des comédiens, chacun essaye de jouer sa part et malheureusement, on va rester comme ça encore pour longtemps. Donc même si on a notre président à la tête de ce pays, les choses ne pourront pas changer. Ça c'est le messianisme, je l'ai dit tout à l'heure. L'enjeu n'est pas d'avoir notre président, c'est vrai, ça peut faire le politiquement correct parce qu'on est fatigué de voir telle ou telle personne, mais l'enjeu majeur c'est le projet qui est derrière. Oui. Quel est-ce que... En fait, je ne voulais pas évoquer des concepts pour que nos auditeurs ne puissent pas comprendre. Je vais dire, celui qui vient, qu'est-ce qu'il apporte de manière concrète? Vous voyez, 16 politiciens, il y a les politiciens qui se réveillent après 7 ans. Pendant 6 ans, ils sont aux oubliettes. Oui. Et la dernière année, on les voit revenir avec des l'année électorale et tout ce que ça comporte. Pour moi, l'enjeu majeur, ça se trouve au niveau du programme culturel, du réarmement moral. Comment faire pour redonner l'espoir aux populations qui ont déjà touché le fond? Parce qu'aujourd'hui, on a touché le fond, il faut se le dire. Comment faire pour qu'aujourd'hui, lorsqu'un parent commence à l'école primaire,
il sait au moins en termes de tendance vers où il va orienter son enfant. Comment comprendre qu'aujourd'hui l'école maternelle est plus chère que l'enseignement supérieur et qu'à cette école maternelle, les maîtresses n'ont pas un salaire de plus de 50 000. Pourtant, les parents payent les 400, 300 000. Donc, ça, c'est pas toujours l'État. C'est aussi nous-mêmes parce que l'État, c'est la combinaison de nous tous. Comment comprendre qu'un patron fait des bénéfices mais n'arrive pas à payer ses employés, mais il aime à se faire son one-man show. Oui. Chaque samedi, il est en boîte, on appelle président tel. Chaque week-end, il est dans les deuils, il appelle président tel. Pourtant, ses employés cumulent 3-4 mois d'arrêt de salaire. Oui. Mais tu veux les voir au bureau chaque jour. Il y a des patrons que je connais, depuis 10-15 ans, il est le seul qui a la voiture dans son parking. Aucun autre employé n'a même la moto. Donc, je parle de réarmement moral parce que c'est là, c'est facile de voir les politiques. Non. Comment comprenez-vous que dans un pays comme le nôtre, un ministre soit plus riche qu'un homme d'affaires? Ça ne fait pas sens. Moralement, ce n'est pas correct. Comment comprendre qu'un enseignant d'université se retrouve en train de prendre la moto? C'est compliqué. Vous travaillez 10 ans dans une entreprise, vous n'avez même pas un lopin de terre dans le marécage. Mais votre famille sait que vous travaillez. Oui. À la limite, même, on va commencer à vous traiter de sorcier. Tu travailles, mais tu es chiche, alors que tu n'as rien. Oui. Il y a des gens qui ont des plafonnements de carrière, des plafonnements de salaire. Depuis 5 ans, c'est le même salaire. Tu n'as même pas de contrat. Au début, on te dit, viens, commence d'abord. Mais le d'abord, là, devient le définitif. Oui. Combien sont immatriculés à la CNPS? C'est un problème. Aujourd'hui, on va dire, j'ai 10 ans d'expérience. Oui, tu as 10 ans d'expérience. Essayons d'analyser les 10 ans là. Dans ces 10 ans, au trop, tu vas à la CNPS, en termes d'historique de carrière, on a cotisé 3 ans. Et les 7 autres, comment on va faire? Est-ce que vous êtes souvent sollicité par les politiques? Je crois que ce sera la dernière pour sortir, pour constituer leur programme de société, ce qu'ils proposeront. Est-ce qu'ils vous sollicitent, les hommes politiques? Bon, même s'ils me sollicitent, soyez-en sûrs, je ne vais pas venir lui dire ça ici. Par contre, je participe à ma manière. Oui. J'ai commis 2 ouvrages. Oui. Et je pense que l'ouvrage permet à chacun de pouvoir s'y retrouver. Et mes ouvrages portent sur des politiques publiques dans notre pays. J'en ai commis 2. Le premier ouvrage parle de la sécurité sociale. Parce que je pense que c'est un nœud gorgien de notre société. Figurez-vous que dans notre société, on a un taux d'immatriculation sociale très très faible par rapport au potentiel existant. Je ne vais pas vous demander de vous décliner, mais si on vient ici à Abeka, si on compte le nombre d'employés ici, combien sont immatriculés à la Nous sommes tous immatriculés. C'est déjà une très bonne chose. Oui. Félicitations à votre patron, c'est ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pourquoi je préfère souvent revenir ici. Donc, ça, c'est un réel problème qu'on voit ailleurs. Donc, j'ai parlé des politiques publiques qui sont un problème. Et aujourd'hui, dans les recommandations du directeur général de la CNPS, il est établi qu'au plus tard, le 20 de chaque mois, la CNPS va reverser les allocations familiales de manière systématique. Vous n'aurez plus besoin d'appeler pour dire on a un retard de 3-4 mois. Mm-hmm. C'est déjà des mesures. Oui. Dans la recommandation de mon livre, j'ai parlé par exemple de l'immatriculation des femmes de ménage. Aujourd'hui, c'est déjà applicable à travers une note du directeur général. Donc, nous, on intervient au niveau des politiques publiques, au niveau de nos ouvrages. J'ai commis un autre sur la couverture santé universelle. Je pense que aujourd'hui, l'une des poches de dépenses des foyers au Cameroun, c'est la santé. Et si on prend le problème à bras le corps, comme le ministre est en train de commencer, certes de manière embryonnaire, mais c'est déjà fait, la couverture santé pourra faire en sorte qu'on puisse au moins, un élément important, augmenter l'espérance de vie au Cameroun. Parce que n'oubliez pas, l'espérance de vie au Cameroun, c'est moins de 65 ans. C'est extrêmement petit quand on sait que nos parents mouraient à plus de 80 ans. Aujourd'hui, aller dans une morgue le jeudi, vous allez vous rendre compte que sur 10 corps qu'on a levés, 7 sont des jeunes. Et dans ces jeunes, c'est les moins de 40 ans. Merci, Dr John Mérimée Ntamec, d'avoir répondu à nos questions sur Abeka Matan. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de revenir sur cette chaîne qui m'a permis de faire mes premiers pas à l'époque. Merci encore à vous tous. Merci, Dr Mérimée Ntamec, qui était l'invité de Sidonifica. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abekaradio-officiel.com.